Revenons en arrière. Toutes ces millions d'années qui se sont écoulées. Moins 1, moins 2, moins 3 milliards d'années. Que s'est-il passé depuis le début de l'univers dans les moindres détails? Comment l'univers a-t-il évolué? Quelles ont été les grandes étapes? On va maintenant tenter de comprendre toute l'histoire de l'univers qui nous a précédés. Ces questions, autrefois réservées à la philosophie ou à la mythologie, sont aujourd'hui explorées grâce à la science. Pour répondre à toutes ces questions, on se doit de plonger dans une épopée scientifique fascinante. Depuis le début de l'univers, rien ne s'est passé comme prévu. Plein de petits événements sont venus perturber le bon déroulement des événements. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que tout ne s'est pas passé comme ça. On parle de toute l'histoire qui s'est écoulée depuis le début de l'univers dans ma dernière vidéo, donc allez voir ça. Juste avant de répondre à ces questions, sachez que cette vidéo est aussi disponible sur Spotify en version podcast. Ça s'appelle Mystère Étoile pour ceux qui veulent voir ça. Et sachez aussi que seulement 50% des personnes qui regardent cette vidéo sont abonnées à la chaîne. Alors si vous faites partie de ces 50% là, vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge si vous le souhaitez. C'est gratuit et ça soutient beaucoup. Et d'ailleurs je crois que je vous l'ai jamais dit, mais ces 3 documentaires au Chili m'ont coûté environ 15 000 €. Ces 2 documentaires sur la gravitation quantique à boucle et la théorie du tout ont coûté pas moins de 2 000 €. Cette interview avec Thomas Pesquet m'a coûté 800 €. Le documentaire en Laponie a coûté 10 000 €. Bref, faire toutes ces vidéos, ça a un prix, et tout ce que je gagne, je le réinvestis. Mais j'aimerais pouvoir faire plus de vidéos et améliorer encore plus leur qualité. Pour ça, je vous propose de soutenir financièrement la chaîne et d'avoir un réel impact sur sa progression. Et en contrepartie, vous ferez partie d'une communauté très privée et privilégiée. Vous pourrez voir mes vidéos et mes documentaires en avance et même choisir les prochains sujets de vidéos avec moi. Vous aurez accès aux coulisses de la chaîne et on pourra discuter tous ensemble dans un groupe de discussion privée. Je vous répondrai en priorité en commentaire et vous aurez aussi des badges exclusifs qui vous seront réservés rien qu'à vous et des emojis que personne d'autre ne pourra utiliser. Vous me permettrez de faire plus et mieux, donc si vous voulez rejoindre la chaîne, vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux membres, à vous de jouer. Mais commençons par le début de l'histoire. Pour ça, il faut aller voir le Big Bang, l'origine de tout, le temps zéro de l'univers. L'histoire de l'univers commence dans un état si extrême qu'elle défie notre compréhension de la physique. Ces premiers moments, allant de la fameuse ère de Planck aux premières fractions de seconde après le Big Bang, ont façonné la structure de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Alors pour mieux comprendre cette période cruciale, on va la diviser en étapes clés. La première de ces étapes, c'est l'ère de Planck. Cette ère constitue l'instant zéro et correspond à 10 puissance moins 43 secondes après cet instant. Elle représente l'instant initial de l'univers, un moment si bref et si dense que nos lois physiques actuelles s'effondrent. Cette période est nommée ainsi en hommage au physicien Max Planck, le fondateur de la physique quantique. Elle se termine à 10 puissance moins 43 secondes, un laps de temps incroyablement court. De ce que l'on sait, les conditions physiques de ce qui allait devenir l'univers étaient extrêmes. La température atteignait environ 10 puissance 32 Kelvin, ce qui correspond à 100 milliards de degrés Celsius. Oui, c'est très chaud. À cette échelle, l'énergie est si intense que les 4 forces fondamentales de la nature, gravité, électromagnétisme, force nucléaire forte et force nucléaire faible, étaient unifiées. Alors ce concept d'unification de ces 4 forces reste encore qu'une hypothèse. Donc pour le moment, on n'en est pas sûr. La raison, c'est qu'à cette échelle, les effets de la mécanique quantique et de la gravité sont tous deux importants, mais ils sont actuellement incompatibles dans notre compréhension scientifique. Une théorie hypothétique comme la gravité quantique à boucle ou la théorie des cordes pourrait un jour résoudre ce mystère. Ensuite, après l'ère de Planck, vient tout de suite l'ère de l'inflation cosmique. Cette croissance exponentielle survient de 10 puissance moins 36 à 10 puissance moins 32 secondes après le Big Bang. Cette phase de croissance a changé la taille de l'univers de manière spectaculaire. Pendant un laps de temps extrêmement court, l'inflation a étiré l'univers de manière exponentielle, en une fraction de seconde, multipliant sa taille par un facteur énorme, parfois comparé à celui d'un grain de sable, devenant aussi grand qu'une galaxie, en un instant. Cette expansion explique pourquoi l'univers est homogène à grande échelle aujourd'hui, avec la même densité et température dans toutes les directions. Pendant une phase très spéciale juste après le Big Bang, une immense quantité d'énergie était contenue dans un champ, celui qu'on appelle le champ d'Inflaton. Ce champ fonctionnait un peu comme un élastique, qui s'étire à l'infini, générant une force qui a fait gonfler l'univers à une vitesse incroyable, bien plus rapide encore que celle de la lumière. Maintenant, imaginez une mer tout agitée, des petites vagues qui montent et qui descendent de manière aléatoire. Le champ Inflaton, lui, avait des petites variations ou fluctuations à différents endroits. Et ce qui est fascinant, c'est que ces fluctuations minuscules, presque comme des rides à une surface d'eau, ont été étirées et amplifiées par cette expansion rapide. Ces petites bosses d'énergie ont fini par devenir des galaxies, des amas de galaxies et même des vides cosmiques qu'on observe aujourd'hui. C'est un peu comme si les petites irrégularités d'un ballon en train de se gonfler formaient les reliefs que l'on voit dessus. Ce phénomène laisse des traces
qu'on peut voir encore aujourd'hui dans le fond diffus cosmologique. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme une vieille photo bébé de l'univers. On l'observe au plus loin dans l'univers et en gros ça représente le premier rayonnement que l'univers a émis il y a 13,8 milliards d'années. Et cette trace justement, elle nous donne des indices précieux sur la jeunesse de l'univers et explique pourquoi la matière n'est pas répartie de manière parfaitement uniforme. D'ailleurs, ça me fait penser, mais pensez-vous qu'il sera un jour possible de voir au-delà du fond diffus cosmologique? Et comment? Je vous laisse répondre à ce débat en commentaire, vous étiez ce nombre-là à participer au débat précédent, donc encore une fois, merci beaucoup de participer. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le temps défile un tout petit peu, et entre 10 puissance moins 43 et 10 puissance moins 8 secondes après le Big Bang, il y a la formation des premiers ingrédients de l'univers, les particules élémentaires. Alors que l'univers poursuit son expansion et que sa température baisse progressivement, les conditions deviennent propices à l'apparition des particules subatomiques. Et enfin, quand l'inflation s'est arrêtée, l'énergie massive accumulée s'est transformée en matière et en rayonnement, marquant le début d'une phase dominée par les particules fondamentales. Mais comment ça se passe, la naissance des particules? Les premières particules à émerger ont été les quarks, les antiquarks et les gluons, qui sont les briques fondamentales de la matière. À ce stade, les particules et leurs antiparticules étaient produites en quantité égale, ce qui soulève le problème de l'asymétrie matière-antimatière qu'on abordera plus tard. Vient ensuite l'apparition des électrons et des neutrinos. Et vu que je commence à vous parler d'antiparticules, il est important que je vous parle de la prochaine étape. Vers 10 puissance moins 4 secondes après le Big Bang, un événement fascinant se produit, l'annihilation des paires de particules, antiparticules. Bon, c'est un sujet purement théorique, donc on va pas aller trop loin dans le détail. Une fois les particules élémentaires formées, elles commencent à interagir avec leur équivalent d'antimatière. Prenons l'exemple de l'électron, une particule élémentaire chargée négativement. Son antiparticule, le positron, possède la même masse et la même durée de vie, mais a une charge opposée qui est positive. Quand ces deux particules se rencontrent, elles s'annulent mutuellement en un éclair de lumière, libérant de l'énergie sous forme de photons, qui sont des particules de lumière. Mais il existait un léger déséquilibre au départ. Une fraction infime de la matière était présente en excès par rapport à l'antimatière. Ce minuscule surplus, dont l'origine reste un mystère pour les scientifiques, a sauvé l'univers de l'annihilation complète. Autrement dit, sa destruction totale. Sans ce déséquilibre-là, aucune matière n'aurait pu exister. L'antimatière et la matière en même quantité se seraient annulées continuellement, ne permettant à aucun moment à la matière d'exister seule. L'univers tel que nous le connaissons n'aurait pas existé. Aujourd'hui, ce phénomène est étudié dans les accélérateurs de particules, où des chercheurs recréent des particules pour mieux comprendre leur nature et l'origine de l'asymétrie entre matière et antimatière. Mais poursuivons notre voyage dans le temps. Environ 3 minutes après le Big Bang, la température de l'univers chute à environ 1 milliard de degrés Kelvin. À ce moment-là, une étape essentielle débute, la nucléosynthèse primordiale. C'est là où les protons et les neutrons, qui étaient jusque-là libres, commencent à s'associer pour former les premiers noyaux atomiques légers, principalement donc de l'hydrogène et de l'hélium. Ces éléments les plus légers du tableau périodique sont la base de toute la matière ordinaire de l'univers. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien parce que la proportion de ces éléments légers reste observable aujourd'hui et fournit des indices hyper importants pour valider nos modèles. Sans ça, nous ne serions pas là. Pendant des milliers et des centaines de milliers d'années, l'univers va continuer de grandir dans un brouillard chaud et dense. Puis on arrive à une date importante. On est 380 000 ans après le Big Bang. À mesure que l'univers continue de refroidir, les noyaux capturent enfin des électrons formant des atomes neutres. Les photons qui étaient avant piégés par la matière sont maintenant libérés et désormais libres de voyager, formant ainsi le rayonnement fossile, ou le fond diffus cosmologique. Ce rayonnement, c'est une photo jeune de l'univers qu'on observe actuellement et qui nous donne un aperçu direct de ses premières structures. Ces premiers instants, même s'ils sont très courts, ont jeté les bases de l'univers tel que nous les connaissons aujourd'hui. Les forces fondamentales s'étaient différenciées, les particules de matière existaient, et l'espace était rempli d'une soupe dense de particules et d'énergie. Sans l'inflation cosmique, l'univers serait trop hétérogène pour former des galaxies. Sans la formation des particules, il n'y aurait pas eu de matière pour constituer les étoiles, les planètes et finalement la vie. Ces premiers moments dans l'histoire de l'univers représentent une période de transformation incroyablement rapide et intense. Ils font partie du cœur des recherches en cosmologie moderne, parce que comprendre ces instants nous rapprocherait des réponses aux questions fondamentales. Pourquoi l'univers existe-t-il? Comment s'est-il structuré? Et surtout, quel est son avenir? Mais avant d'avoir le luxe de se poser ces questions, voyons comment sont nés les premiers atomes, en plus d'un des éléments les plus importants de l'univers, la lumière. Alors, environ 380 000 ans après le Big Bang, après l'instant zéro, l'univers a atteint une température d'environ 3000 Kelvin, soit près de 2700 degrés Celsius. À cette étape critique, l'expansion de l'univers avait suffisamment refroidi la matière pour que les électrons libres
puissent se lier au noyau d'hydrogène et d'hélium. C'est ce qui a formé des atomes neutres, comme on l'a dit, et on appelle ce processus la recombinaison. Avant la recombinaison, l'univers était une sorte de soupe chaude et dense de particules subatomiques, principalement composées de particules de lumière, d'électrons et de noyaux atomiques. Les photons étaient constamment absorbés et réémis par les électrons libres, dans un milieu opaque, empêchant la lumière de voyager sur de grandes distances. Pour que les électrons puissent se lier au noyau, la température doit être suffisamment basse, d'environ 3000 Kelvin. À cette température, les photons capturent les électrons pour former des atomes d'hydrogène neutres. De la même manière, les noyaux d'hélium capturent leurs électrons pour former de l'hélium neutre. Ces deux éléments, hydrogène et hélium, constituent environ 99% de la matière visible de l'univers à cette époque. Et ça, on aurait très bien pu le voir visuellement. Eh bien oui, parce que aussi fou que ça puisse paraître, c'est grâce à la recombinaison que l'univers devient transparent. Je m'explique. Avec la formation d'atomes neutres, les photons cessent d'interagir fréquemment avec la matière. Ces photons peuvent désormais voyager librement à travers l'espace, rendant l'univers transparent pour la première fois. Ce moment marque la libération du fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile que nous pouvons encore détecter aujourd'hui. Ce processus, essentiellement constitué de photons libres, contient des informations précieuses sur l'état de l'univers à cette époque. Et les variations de densité dans le fond diffus cosmologique révèlent les graines des futures structures galactiques. Galaxies, amas de galaxies, etc. Alors le fond diffus cosmologique, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Je vous ai résumé ce que c'était, mais je vous ai pas tout dit. Par exemple, comment le fond diffus cosmologique est-il étudié? Eh bien aujourd'hui, c'est grâce aux satellites comme COBE, WMAP ou Planck que les scientifiques mesurent avec une précision incroyable les variations de température et de densité dans le fond diffus cosmologique. Ce rayonnement, refroidi à 2,73 Kelvin, correspondant à moins 270 degrés Celsius, par l'expansion de l'univers, nous donne une photographie du cosmos, lorsqu'il était âgé de 380 000 ans. Les variations minimes de température, de l'ordre de quelques millionièmes de degrés dans ce rayonnement, montrent comment la matière était distribuée à l'époque. Ces différences de densité sont à l'origine de la formation des grandes structures, comme un amas de galaxies, que nous observons aujourd'hui. Mais revenons à l'époque de la recombinaison. C'est une étape fondamentale pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'elle a en quelque sorte permis la naissance des atomes neutres, ce qui a favorisé le passage d'un univers dominé par des particules élémentaires à un univers dominé par des matières organisées. Et grâce à ça, on a pu avoir un déblocage de la lumière. Et oui, parce que la propagation libre des photons a marqué le début de l'univers tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Et une autre raison est que la recombinaison consiste à préparer les conditions pour les âges sombres. Mais ça, je vous en parlerai dans quelques instants. La formation d'atomes neutres a permis à la matière de s'accréter sous l'effet de la gravité, ce qui a posé les fondations pour former les galaxies et les étoiles. Bref, donc ça, c'est bon. L'univers est transparent et la lumière peut y circuler librement grâce aux premiers atomes. Mais maintenant, le tout est de savoir quelles sont les sources de lumière dans l'univers. Parce que, quand bien même la lumière peut circuler, il faut bien une source lumineuse. Cette source de lumière, elle a mis du temps à arriver, plongeant l'univers maintenant transparent dans l'obscurité totale, pendant plusieurs centaines de millions d'années. On appelle ça les âges sombres de l'univers, un tournant très important dans son histoire. Mais ça correspond à quoi exactement? Eh bien, les âges sombres désignent une période particulière de l'histoire de l'univers, située entre la recombinaison, donc environ 380 000 ans après le Big Bang, et l'apparition des premières étoiles et galaxies, environ 100 à 200 millions d'années plus tard. Dans cette phase, l'univers était plongé dans l'obscurité. Après la recombinaison, les photons du fond diffus cosmologique se sont libérés, marquant la fin de l'opacité de l'univers. Mais malgré tout et à ce stade, il n'y avait encore aucune source lumineuse, comme des étoiles, pour illuminer le cosmos. L'univers était alors principalement rempli de gaz neutres, composés d'hydrogène et d'hélium, et de traces résiduelles du rayonnement fossile. On décrit souvent cette phase par l'absence de lumière visible, provenant des sources comme des étoiles et des galaxies. Ça peut être dû à plusieurs facteurs, comme par exemple l'absence de fusion nucléaire. Ça veut dire que les noyaux atomiques s'étaient formés, mais qu'aucune étoile ne s'était encore allumée, pour déclencher des réactions de fusion nucléaire. À ce moment-là, l'univers est principalement et seulement rempli de gaz neutre froid, et donc il absorbait une grande partie des photons ultraviolets émis irrégulièrement par d'éventuels objets massifs. En plus de ces deux facteurs, on est à un moment de l'univers où l'expansion cosmique était très importante. L'univers s'étendait rapidement, diluant davantage la matière et l'énergie, retardant la formation des structures lumineuses. Mais alors, est-ce qu'il se passait quand même des choses pendant cette période? Eh bien oui, et pas des moindres. Même si visuellement l'univers était sombre, cette période est cruciale pour préparer les étapes d'après. Tout simplement parce qu'elle a permis la formation des premières structures. Sous l'effet de la gravité, les régions légèrement plus denses de matière commencent à attirer davantage de gaz et de matière sombre. Ce processus, connu sous le nom d'effondrement gravitationnel, a mené à la création de halos de matière sombre, qui serviront de squelette
pour les futures galaxies. On caractérise cette période par une forte évolution chimique et thermique. Le gaz neutre, principalement de l'hydrogène, a commencé à se refroidir, formant des nuages denses. Ces nuages se sont alors contractés sur leur propre gravité pour donner la naissance aux premières étoiles. C'est grâce à ça que les premiers objets massifs sont apparus. Certains objets massifs, comme les trous noirs primordiaux ou les étoiles géantes, ont pu se former de façon irrégulière. Et malgré le fait qu'ils émettaient peu de lumière, ils ont influencé la distribution de matière environnante. De façon générale, cette période qui commence par la recombinaison et s'étend jusqu'à la fin des âges sombres, représente un moment de transition fondamentale dans l'histoire de l'univers. Elle montre comment un univers initialement chaud, dense et opaque est devenu transparent, structuré et prêt à accueillir les premières étoiles et galaxies. Les âges sombres, bien qu'apparemment calmes, sont le théâtre de processus gravitationnels et thermodynamiques qui façonnent les fondations du cosmos actuel. C'est grâce à l'étude de cette phase que les scientifiques peuvent reconstituer les premiers chapitres de l'histoire cosmique. Les découvertes de cette époque continuent d'éclairer les mystères sur la formation et l'évolution de l'univers. Et finalement, quand sont apparues les premières étoiles? Eh bien justement, pour comprendre comment les premières étoiles ont pu naître, il faut s'intéresser à comment l'univers sort des âges sombres. La réionisation marque la transition cruciale entre les âges sombres et l'univers lumineux et ionisé qu'on connaît aujourd'hui. Cette période débute avec l'apparition des premières étoiles, environ 150 millions d'années après le Big Bang. Ces étoiles, appelées étoiles de population 3, étaient extrêmement massives, plus de 10 à 100 fois la masse du Soleil. À cause de ça, elles consommaient énormément d'énergie et étaient alors très lumineuses. Mais évidemment, comme l'un ne va pas sans l'autre, leur vie était très courte. Leur lumière ultraviolette très intense avait suffisamment d'énergie pour briser les atomes neutres d'hydrogène et d'hélium, en séparant leurs électrons et protons, un processus appelé l'ionisation. Ces étoiles ont commencé à transformer l'univers neutre en un milieu ionisé, permettant aux photons de voyager librement sans être absorbés par le gaz environnant. La lumière a pu se propager sur de grandes distances, marquant la fin des âges sombres. Les étoiles brillent grâce à l'énergie produite par les réactions nucléaires dans le cœur. À l'intérieur d'une étoile, les températures sont si élevées que le gaz devient ionisé. Ça signifie que les électrons sont séparés des noyaux d'atomes, transformant le gaz en un état de plasma. La lumière des étoiles naît d'un équilibre entre deux forces, la gravité qui comprime le gaz et la pression thermique, due à la chaleur intense au centre de l'étoile, qui pousse l'étoile à grossir. Au cœur de l'étoile, les réactions de fusion nucléaire transforment l'hydrogène en élément plus lourd que l'hélium. Ces réactions libèrent une quantité d'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Cette chaleur traverse alors l'étoile pour atteindre sa surface, où elle est rayonnée sous forme de lumière visible, mais aussi d'autres rayonnements infrarouges, ultraviolets et rayons X. Quand les électrons et les noyaux dans le plasma interagissent, ils produisent photon après photon. Cette lumière donne à une étoile son éclat et transporte l'énergie du cœur vers l'espace environnant. Ça, c'est le procédé classique. C'est ce qu'il se passe dans le cœur de toutes les étoiles de l'univers. Mais comme je vous l'ai dit, leur rayonnement au début de l'univers n'est pas sans impact. Elle vient ioniser le gaz environnant et si on se reconcentre sur cette période de réionisation, on remarque qu'il y a une phase d'intensification qui a eu lieu entre 200 millions et 500 millions d'années après le Big Bang. Et elle se caractérise par la mort d'un grand nombre d'étoiles massives. Et ne vivant pas très longtemps, ces étoiles ont rapidement épuisé leur combustible nucléaire, explosant alors en supernova. Mais alors tout n'est pas si triste parce que la lumière et l'énergie émise pendant cette déflagration vont entraîner une sorte de réaction en chaîne. Ces puissantes explosions ont même permis la naissance des premières galaxies. Les étoiles se sont regroupées sous l'effet de la gravité laissée par les gaz des supernovas, pour former les premières galaxies naines qui sont devenues les briques de l'univers actuel. Ensuite, ces galaxies ont continué de produire des étoiles, augmentant la quantité de rayonnement ionisant dans l'univers. Alors là, on va faire une petite pause un peu plus axée sur la chimie de l'univers à ce moment-là, parce que ça devient un peu complexe. En fait, c'est quoi l'ionisation exactement? Qu'est-ce que ça implique? Alors pour faire simple, c'est quand on ajoute ou enlève des charges à un atome ou une molécule électriquement neutre. À ce moment-là, la molécule n'est plus neutre et devient donc un ion. Si l'atome ou la molécule reçoit des charges, elle va devenir un ion positif, qu'on appelle aussi un cation. Et à l'inverse, si elle perd des charges, alors elle deviendra négative. On appelle alors ça un anion. Et quand les étoiles massives meurent, il y a de grandes chances pour qu'elles explosent en supernova. Ces puissantes explosions permettent justement d'étendre ces régions où le gaz et les atomes sont déjà ionisés, donc qui ne sont plus neutres électriquement. Et tout ça parce que des particules de lumière viennent arracher les électrons de toutes les autres particules de gaz à proximité. Bon, faisons un point récap. Quelques millions d'années après le Big Bang, il n'y a rien dans l'univers qui est très sombre. De très grosses étoiles commencent à se former et à rayonner. Et c'est leur rayonnement qui va venir exciter tous ces gaz qui se trouvent à proximité. Ça forme alors des sortes de bulles autour des grosses étoiles qu'on va appeler des bulles ionisées. Ces bulles vont grandir de plus en plus et le phénomène va s'accentuer autour des étoiles
dès qu'elles en viennent à exploser. Ces zones, remplies d'hydrogène ionisé, sont appelées des régions H2, et elles forment ces fameuses bulles autour des sources de lumière. Et c'est grâce à elles qu'on peut justement localiser les premières étoiles et galaxies qui ont commencé à illuminer l'univers. Plus une étoile est massive et jeune, plus son rayonnement est puissant, et plus la bulle autour d'elle est grande. En grandissant, ces bulles ionisées compressent le gaz environnant, et quand le gaz est compressé, il peut s'effondrer sur lui-même pour former une nouvelle étoile. En quelque sorte, ces bulles allument une chaîne d'étoiles autour d'elles. Les étoiles massives vivent vite et meurent jeunes. En fait, ces bulles sont comme des empreintes digitales, nous racontant l'histoire des toutes premières lumières de l'univers. Grâce à elles, on peut comprendre comment les premières étoiles, les galaxies et même l'univers entier ont évolué. On est maintenant près d'1 milliard d'années après le Big Bang. L'univers était presque entièrement ionisé. Partout, même entre les galaxies, on trouve du gaz ionisé, avec des électrons et des protons libres. Les zones de gaz neutres se font rares et sont confinées dans les galaxies elles-mêmes. Bref, et ce processus a permis la formation des grandes structures galactiques et la propagation de la lumière sur de grandes distances. La réionisation représente un moment clé où l'univers est passé d'un état obscur à un cosmos baigné de lumière et de structures complexes. Mais maintenant que les étoiles commencent à naître un peu partout dans un univers accueillant la lumière et les couleurs pour la première fois, comment se sont créées les premières galaxies? Après la rayonisation, l'univers n'était pas totalement uniforme. Il présentait de légères variations de densité dans le gaz primordial d'hydrogène et d'hélium. Ces petites différences ont joué un rôle crucial dans la formation des galaxies et des grandes structures cosmiques. Mais bon, on ne crée pas une aussi grande structure du jour au lendemain. Tout aurait commencé à partir d'îlots de gaz. Ces régions légèrement plus denses attirent progressivement davantage de matière grâce à leur gravité. Ça forme des nuages de gaz de plus en plus compacts et de plus en plus grands. Le gaz se contracte sous son propre poids, augmentant sa densité et sa température. Cette contraction finit par allumer les premières étoiles, initiant la formation de galaxies. Ces îlots grandissent en fusionnant avec d'autres régions denses, formant les premières structures galactiques plus complexes. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui a permis tout ça? Eh bien, accrochez-vous parce qu'on va parler d'une notion hyper importante, la matière noire. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la matière noire, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que vous pourrez retrouver juste ici et que vous pourrez aller voir après cette vidéo par exemple. La matière noire, c'est en fait le grand chef d'orchestre de la création et de l'assemblage des galaxies au tout début de l'univers. C'est une matière invisible et qui agit comme un squelette gravitationnel sur lequel la matière ordinaire, avec les étoiles et les gaz, se regroupe. En réalité, elle va venir amplifier des variations de densité. Alors que la matière visible se redistribue après le Big Bang, la matière noire, elle, ne s'est pas diluée ni freinée. Ça fait que la matière noire représentait des zones plus denses et des zones moins denses. Et comme elle a une masse, qu'elle a une force d'attraction sur tout ce qu'on trouve dans l'univers, eh bien elle va pouvoir amplifier ces variations de densité qui existaient déjà. La matière attire la matière. Et de ce fait, il va se créer comme des sortes de puits gravitationnels, attirant et piégeant la matière ordinaire, pour former les bases des galaxies. Et grâce à la matière noire, les galaxies se sont formées beaucoup plus rapidement que si l'univers n'avait contenu que de la matière visible. Elle a joué un rôle de catalyseur hyper puissant pour permettre à l'univers de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais si cette matière est invisible, est-ce qu'on est bien sûr que c'est elle qui a joué ce rôle extrêmement important? Pour en avoir le cœur net, les chercheurs effectuent des simulations pour mieux comprendre. Les astrophysiciens utilisent des simulations informatiques pour reproduire la formation des galaxies. Et étonnamment, ces modèles montrent que sans la matière noire, les galaxies auraient mis des centaines de milliards d'années à se former, bien au-delà de l'âge actuel de l'univers, mais aussi que les grandes structures comme les amas galactiques ou les filaments cosmiques n'existeraient pas. En résumé, la formation des premières galaxies est le résultat de l'interaction entre la matière visible et la matière noire. Mais on ne va pas s'arrêter là, et on va continuer à avancer dans le temps. Que se passe-t-il après l'arrivée des premières galaxies? Après l'époque de la rayonisation et de la formation des premières galaxies, l'univers continue de se transformer grâce aux interactions gravitationnelles. Petit à petit, les galaxies vont commencer à grossir. Alors il existe différentes façons pour une galaxie de gagner encore plus de matière. Par exemple, les galaxies peuvent se nourrir de gaz résiduel présents dans leur environnement. Ce gaz tombe sous l'effet de la gravité dans les galaxies, et de nouvelles étoiles vont continuer à naître. Dans les galaxies spirales, comme la Voie lactée, le gaz s'organise en disques, où se forment des étoiles jeunes, alors que le centre galactique abrite des étoiles plus anciennes. Mais pour avoir des galaxies aussi grosses, ce n'est pas le seul processus qu'on retrouve. Il existe, et vous vous en doutez sûrement, les collisions galactiques. Donc, deux galaxies qui entrent en collision et fusionnent. Sous l'effet de la gravité, il arrive que des galaxies s'attirent et se mettent à se tourner autour. Quand une galaxie en rencontre une autre, leur étoile ne se heurte pas directement à cause des vastes distances entre elles, mais leur gaz et leur force gravitationnelle interagissent. Ces fusions peuvent déformer les galaxies par des impacts gravitationnels surpuissants. Elles permettent aussi de former des galaxies massives
à partir de la fusion de deux galaxies plus petites. Grâce à la gravité, certaines vont venir s'organiser en groupe, puis en amas, et enfin en superamas gigantesque. Ces structures colossales sont maintenues ensemble par la gravité. Si on prend notre propre cas par exemple, la Voie lactée fait partie du groupe local, qui appartient lui-même au superamas de Laniakea. Mais une fois ces structures formées, est-ce que ça s'arrête vraiment là? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des interactions entre les galaxies? Eh bien oui, et c'est même très fréquent. Ça donne lieu à des collisions cosmiques, des spectacles absolument grandioses. Les galaxies interagissent régulièrement sur des milliards d'années, provoquant des phénomènes spectaculaires. On peut reprendre l'exemple d'Andromède et de la Voie lactée. Ces deux galaxies spirales sont sur une trajectoire de collision qui devrait aboutir dans environ 4,5 milliards d'années. Leur fusion formera probablement une galaxie elliptique géante, parfois surnommée Milkomeda. Et au début de l'univers, il va y avoir plusieurs types de galaxies. Il y a bien sûr les galaxies elliptiques dont on vient de parler, qui sont en quelque sorte les reliques de collisions galactiques. Ces types de galaxies abritent des étoiles extrêmement vieilles, témoins des époques anciennes de l'univers. Il y a aussi les galaxies spirales qui sont le parfait équilibre entre rotation et gravité. Les galaxies comme la Voie lactée auraient a priori tout un trou noir supermassif en leur centre. Le nôtre, c'est Sagittarius à étoiles. Le dernier type de galaxie connu est la galaxie irrégulière, le résultat d'une évolution chaotique. Les galaxies qui ne possèdent pas de structure définie sont souvent le résultat de collisions ou d'interactions gravitationnelles irrégulières. Et bien sûr, comme pour la création des premières galaxies, la matière noire a toujours eu un rôle hyper important pour former et structurer les galaxies. En fait, les galaxies sont entourées d'énormes bulles de matière noire, invisibles, mais détectables grâce à leurs effets gravitationnels. Ces bulles stabilisent les galaxies et permettent leur formation rapide. Elle agit comme une colle gravitationnelle, favorisant la création de la matière visible. Et justement, toutes ces galaxies qui se créent au fil du temps s'organisent donc dans des superamas. Les superamas comme Laniakea regroupent des milliers de galaxies. Ils sont connectés par des filaments de matière et séparés par des vides intergalactiques. Ces filaments cosmiques sont en quelque sorte la toile de l'univers. À l'échelle la plus grande, les galaxies et amas s'organisent en filaments entrelacés, dessinant une étoile cosmique gigantesque. Pour faire un bref résumé, il faut retenir que l'âge des galaxies et des étoiles est une période clé de l'évolution de l'univers. Les interactions gravitationnelles, les fusions galactiques et le rôle stabilisateur de la matière noire ont façonné l'univers observable. Ces processus continuent aujourd'hui, influençant la dynamique des galaxies et la formation d'étoiles. Ils nous offrent la vue d'ensemble sur l'histoire du cosmos et sa structure actuelle. Mais zoomons un petit peu plus dans les galaxies. Comment évoluent les étoiles à l'intérieur des galaxies? Parce que oui, comme tout ce qu'on connaît de l'univers, les étoiles naissent et meurent. Leur vie, riche en transformations énergétiques et chimiques, est essentielle à la diversité de l'univers. C'est parce que des étoiles sont mortes avant qu'on arrive, qu'on existe, et qu'on retrouve tout un tas d'atomes lourds sur notre planète. Comme l'or par exemple, qui ne se crée que lors de grosses explosions d'étoiles. Elles naissent dans des nébuleuses, d'immenses nuages de gaz et de poussière interstellaire, des sortes de berceaux d'étoiles. Sous l'effet de la gravité, ces nuages s'effondrent sur eux-mêmes, formant des zones plus denses, appelées proto-étoiles. Quand le cœur atteint environ 10 millions de degrés Celsius, la fusion nucléaire de l'hydrogène commence, donnant naissance à une étoile. Pendant cette période, on se trouve dans l'âge d'or des étoiles, la séquence principale. Une étoile passe la majorité de sa vie dans cette séquence, où l'hydrogène est converti en hélium dans son noyau grâce aux réactions de fusion nucléaire. Par exemple, le Soleil est actuellement dans cette phase, et produit de l'énergie de manière stable depuis 4,6 milliards d'années. Puis vient ensuite leur mort. La mort d'une étoile commence lors du début de l'épuisement du carburant nucléaire. Je m'explique. Lorsque l'hydrogène dans un noyau est épuisé, la force répulsive qui entraîne la gravité prend le dessus. L'étoile commence à brûler des éléments lourds comme l'hélium, le carbone et l'oxygène. Mais en réalité, la fin d'une étoile dépend entièrement de sa masse. Par exemple, pour une étoile de faible masse, il n'y aura pas d'explosion. Elle se transformera en naine blanche après avoir expulsé ses couches externes. En revanche, lorsqu'une étoile massive s'éteint, elle va terminer sa vie de manière spectaculaire, en supernova. Elle va libérer une quantité d'énergie phénoménale, une explosion démesurée qui va produire des atomes lourds et les disperser dans l'espace. C'est le cas de l'or, du fer ou même de l'uranium. Ces éléments se mélangent aux gaz interstellaires, enrichissant le milieu interstellaire pour les futures générations d'étoiles et de planètes. Donc, quand on regarde bien, il y a un certain équilibre cyclique entre la naissance et la mort des étoiles. Les étoiles naissantes utilisent des éléments produits lors de la mort d'une ancienne étoile massive. L'univers y fait en sorte à ce que l'ère de la lumière d'étoiles ne s'arrête pas. Enfin, en théorie. Parce que même si les étoiles sont les berceaux de la lumière telle qu'on la connaît dans l'univers, elles peuvent être liées à des structures beaucoup plus mystérieuses et sombres, comme
les trous noirs. Si une étoile d'origine a une masse supérieure à environ 25 fois celle du Soleil, c'est-à-dire très massive, elle peut former un trou noir après son explosion. Ces objets sont si denses qu'ils piègent même la lumière. Et si elles ne se créent pas en trou noir après leur explosion, elles vont créer des étoiles à neutrons. Il s'agit là d'objets extrêmement denses, tellement denses que les protons et les électrons sont obligés de se combiner pour former des neutrons. On en observe plein dans l'univers. Et sinon, si l'étoile est très peu massive comme notre Soleil, alors comme on l'a dit, il se créera une naine blanche après sa mort. Tous ces éléments lourds qui sont créés après la mort des étoiles dans l'univers vont être la clé de la formation des planètes. Les atomes de calcium dans nos os ou de fer dans notre sang proviennent de ces explosions stellaires. Ces planètes vont se former autour des étoiles. Quand une étoile se forme, il va y avoir un surplus de matière qui se met à lui tourner autour. Et c'est là-dedans que les planètes vont commencer à se créer. Tout ce gaz enrichi à partir des générations précédentes d'étoiles. Ce surplus de gaz qui tourne autour de l'étoile, on l'appelle le disque protoplanétaire. Et si on prend un peu de recul, les disques protoplanétaires correspondent en réalité aux orbites exactes des planètes qui seront créées dans ces disques. En fait, si je vous raconte ça, c'est pour vous montrer l'importance de ce genre de cycle stellaire. On le sait maintenant, l'évolution des étoiles, leur naissance et leur mort, façonnent l'univers à grande échelle. La fusion et les explosions stellaires enrichissent le cosmos en éléments complexes. Et ce cycle de vie des étoiles crée des environnements propices à la formation de nouvelles étoiles et de planètes. Et on peut même aller plus loin en disant que sans de précédentes supernovas, des éléments comme le carbone ou l'oxygène nécessaires à la vie n'existeraient pas. L'évolution des étoiles est donc une danse d'une complexité fascinante, reliant les phénomènes les plus spectaculaires de l'univers à la naissance des mondes, et en fin de compte, à notre propre existence. Alors j'ai commencé à vous parler de notre galaxie, la Voie lactée, mais concrètement, comment notre galaxie a vu le jour? La Voie lactée, notre galaxie, est une structure fascinante et complexe qui a évolué au fil des milliards d'années. Déjà, il faut savoir que notre galaxie spirale a été créée il y a environ 8 à 10 milliards d'années, après le Big Bang. Sa formation peut être divisée en plusieurs étapes clés, étroitement liées aux interactions avec d'autres galaxies et aux forces fondamentales de l'univers. Et on va commencer tout de suite avec les protogalaxies. Alors qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? Eh bien il y a environ 1 à 2 milliards d'années après le Big Bang, des fluctuations de densité dans l'univers ont permis à des amas de matière sombre de se former. Ces amas ont attiré du gaz composé d'hydrogène et d'hélium principalement. À l'intérieur de ces régions, le gaz s'est refroidi et comprimé, donnant naissance aux premières étoiles. Ces petites galaxies primitives, appelées protogalaxies, sont les briques de base des grandes galaxies actuelles. Et bien évidemment, comme toutes les autres galaxies existantes, la Voie lactée a interagi, interagit toujours et interagira avec d'autres galaxies. Les protogalaxies se sont attirées et ont fusionné entre elles pour former des galaxies plus grandes. Ces collisions, même si elles sont à chaque fois chaotiques, ont été essentielles pour la croissance de la Voie lactée. Lors de ces fusions, les étoiles des galaxies participantes ne se percutent pas directement, à cause des distances énormes entre elles. Mais leurs orbites sont réarrangées, réorganisant complètement l'intérieur des galaxies. Ces collisions ont comprimé le gaz disponible, déclenchant des vagues de formation de nouvelles étoiles. Mais c'est quoi le rôle de ces collisions dans l'évolution de notre galaxie? Eh bien, on va voir qu'en réalité, ces fusions ont des impacts colossaux. La Voie lactée a eu dans son passé des rencontres violentes avec d'autres galaxies. Une ou plusieurs grandes collisions, notamment avec une galaxie semblable à la Voie lactée, ont eu lieu dans l'histoire de notre galaxie. Ces fusions ont contribué à former les structures de la Voie lactée et à enrichir la galaxie en matière. Par exemple, une fusion avec une galaxie appelée Gaia Enceladus a eu lieu il y a environ 10 milliards d'années. Cette collision a laissé des traces dans notre composition chimique et les orbites des étoiles du halo galactique. Et maintenant alors, la Voie lactée continue d'interagir avec de petites galaxies proches, comme les nuages de Magellan. Ces interactions perturbent les bras spiraux et alimentent le disque en gaz frais, essentiel pour la formation stellaire. Et notre galaxie continue de grandir encore aujourd'hui, par ce qu'on appelle l'accrétion continue. En plus de ces grandes fusions, la Voie lactée a mangé des galaxies satellites plus petites. Ce processus qu'on appelle le cannibalisme galactique se poursuit encore aujourd'hui et permet à notre galaxie de continuer d'acquérir de la matière. Une fois que le squelette de la Voie lactée est formé, on va avoir la création d'une structure plus commune, le disque galactique. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, après une période tumultueuse de fusion et d'interaction, la Voie lactée a commencé à se stabiliser. Et sous l'effet de sa propre rotation, une grande partie du gaz et des étoiles se sont aplaties pour former un disque en rotation. Cet aplatissement a permis plusieurs choses. Eh bien oui, cette restructuration permet en fait de pouvoir délimiter des énormes régions distinctes de notre propre galaxie. On peut par exemple distinguer 3 zones bien différentes. En commençant par le centre, on a le bulbe central, une région dense autour du centre galactique peuplée d'anciennes étoiles. En s'éloignant un peu de ce bulbe, on peut observer une structure aplatie où se trouvent les étoiles les plus jeunes, les bras spiraux et les régions de formation stellaire active. Cette région s'appelle le disque galactique. Et enfin, la dernière région détectable
est celle de l'halo galactique. Cette zone diffuse entourant la galaxie et qui abrite des étoiles anciennes et des amas globulaires. Alors pour ceux qui ne savent pas, des amas globulaires, c'est des groupes denses d'étoiles. Ok, bon, on a vu que la Voie lactée commençait à avoir une forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais il manque ce qui en fait une galaxie spirale. Comment elle se forme et à quoi elle servent? Avant toute chose, il faut savoir que les bras spiraux de la Voie lactée ne sont pas des structures statiques. Ce sont des structures dynamiques. Ils sont formés par des ondes de densité, les zones où les étoiles et le gaz sont temporairement comprimés. Ces bras spiraux sont des régions de formation d'étoiles actives. Le gaz qui y est comprimé donne naissance à de nouvelles générations d'étoiles brillantes. Mais pourquoi on s'intéresse autant à la formation de notre galaxie? Eh bien tout simplement parce que la formation de notre Voie lactée est une fenêtre sur l'évolution des galaxies en général. Comprendre son histoire, ça aiderait à mieux comprendre beaucoup de phénomènes. C'est par exemple le cas de la distribution de matière sombre, les mécanismes de formation stellaire ou encore les interactions gravitationnelles dans l'univers. Ces processus révèlent aussi à quel point notre système solaire et notre planète sont liés à des événements cosmologiques qui se déroulent à des échelles bien plus importantes. Et quand on regarde dans le futur, qu'est-ce qui attend notre galaxie? Si vous suivez un peu les actualités spatiales, alors peut-être que vous le savez. Pour tous les autres, j'ai le regret de vous annoncer que vous allez sûrement mourir. Non, en vrai, plus sérieusement, dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée fusionnera avec la galaxie d'Andromède pour former une galaxie elliptique géante. On appellera cette galaxie Milkomeda, c'est le nom qu'on lui a donné. Notre système solaire sera peut-être grandement chamboulé. Dans le meilleur des cas, notre ciel changera du tout au tout. Mais dans le pire des cas, notre système solaire sera pulvérisé par une collision entre deux, voire même plusieurs systèmes stellaires. Alors à noter que ce scénario a très peu de chances d'arriver parce que ces deux galaxies sont essentiellement composées de vide. Mais revenons sur des notes plus positives. Allons voir cette fois-ci à l'intérieur de la Voie lactée, et pas n'importe où. Allons voir ce qui nous concerne directement. Rendons-nous dans notre système solaire. Mais quand on s'intéresse à notre système, il est important de connaître son histoire en se posant une question simple. La formation du système solaire est un processus fascinant qui s'est déroulé sur des dizaines de millions d'années et qui, d'après ce qu'on sait, s'est produit il y a environ 4,6 milliards d'années. Cette naissance ne s'est pas faite du jour au lendemain et elle est marquée par des étapes clés qu'on a réussi à remettre bout à bout pour élucider le mystère de la naissance de notre propre système, et donc de la nôtre. Et tout commence avec l'effondrement de la nébuleuse protosolaire. Le système solaire est né à partir d'un nuage de gaz composé principalement d'hydrogène, d'hélium et de poussière riche en éléments lourds. Et comme on a pu le dire avant, les éléments lourds, donc ces matériaux-là, proviennent d'explosions de supernovas proches. Parce que les éléments plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium se forment avec les fusions nucléaires ou les explosions d'étoiles. On pense qu'un événement externe, comme l'explosion d'une supernova voisine, a pu provoquer une onde de choc, qui a compressé ce nuage, le poussant à s'effondrer sous l'effet de la gravité. Lors de cet effondrement, le nuage a commencé à tourner de plus en plus vite, formant un disque plat en rotation autour du noyau dense. Et c'est ce disque plat en fusion qui deviendra plus tard le Soleil. Au centre du disque, la densité et la température augmentaient au point de déclencher des réactions thermonucléaires. C'est comme ça qu'est née notre proto-étoile, qui s'est mise alors à rayonner. Une fois que le Soleil a atteint un équilibre entre la gravité qu'il contracte et la pression thermique qui le dilate, il est devenu une étoile stable, ce qui lui a permis de partager sa lumière et sa chaleur avec notre système solaire, celui-ci qui venait tout juste de naître. Les petites particules de poussière dans le disque ont commencé à s'agglomérer par collisions répétées, formant des corps plus grands qu'on appelle des planétissimaux. C'est la suite de fusion entre ces planétissimaux que se sont nés les premiers embryons planétaires. Et le système solaire héberge deux types de planètes, les rocheuses comme Mars et la Terre, et les gazeuses, comme Jupiter. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais les planètes rocheuses sont les planètes les plus proches du Soleil. En fait, près du Soleil, les températures élevées ont empêché des éléments légers, comme l'hydrogène, de se condenser. Les matériaux plus lourds, comme le fer ou le silicate, ont formé des planètes rocheuses. Par contre, plus loin du Soleil, les plus basses températures ont permis d'accumuler de grandes quantités de gaz légers autour des noyaux rocheux, formant donc les géantes gazeuses et de glace. Une fois que le Soleil est devenu suffisamment puissant, il a émis des vents solaires intenses qui ont balayé les gaz résiduels du disque. Les petits corps restants dans le disque ont formé la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et les comètes dans des régions éloignées, comme la ceinture de Kuiper. Puis finalement, après de multiples collisions entre astéroïdes, la Terre s'est formée. Tous ces impacts, comme celui avec Theia, qui a eu pour conséquence la formation de la Lune, ont permis de réveiller l'activité tectonique, mais surtout volcanique de la Terre. Grâce à ça, les gaz volcaniques ont créé la première atmosphère terrestre, composée principalement de dioxyde de carbone, d'eau et d'azote. Puis au fur et à mesure, tout a fini par se stabiliser. Les planètes ont adopté des orbites quasi circulaires, permettant le développement d'un système harmonieux. Cette stabilisation a permis une certaine paix entre les différentes planètes, ce qui a permis aux planètes de se stabiliser elles-mêmes.
Et c'est en partie grâce à ça que la vie a pu se développer. Parce que oui, sur Terre, la stabilisation climatique et la présence d'eau liquide ont ouvert la voie à l'apparition de la plus belle chose de l'univers, la vie. Mais de manière générale, ces processus ne se limitent pas à la formation du système solaire. Ils sont observables dans d'autres systèmes stellaires naissants, permettant de mieux comprendre notre place dans l'univers. Mais de ce que l'on sait, la diversité des planètes et leur évolution est directement liée aux conditions initiales de leur formation. Bon, maintenant qu'on a retracé les principaux événements depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, allons voir ce qu'il y a au-delà, dans le futur. Étant donné que personne ne sait ce qu'il pourra se produire dans des milliards d'années, eh bien, les informations que je vais vous dire sont à prendre avec des pincettes. En fait, en analysant ce qu'on sait déjà, les scientifiques peuvent faire des estimations sur ce qui pourrait se passer dans le futur. Mais bien sûr, seul l'avenir nous le dira. Parce que oui, comme l'univers a un début, alors il y a de fortes chances qu'il y ait une fin. Et cette mort de l'univers pourra être causée par ce qu'il a créé, son expansion. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, l'expansion de l'univers est un des concepts fondamentaux de la cosmologie moderne. Après des décennies de recherche et d'observation, il a été découvert que non seulement l'univers s'étend, mais que son expansion est en train de s'accélérer, sous l'effet d'une force mystérieuse qu'on appelle l'énergie noire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique, je vous invite à regarder cette vidéo-là qui s'affiche ici. C'est un documentaire sur l'énergie noire que j'ai fait au Chili, et j'imagine qu'il pourrait vous plaire. Les scientifiques ont proposé l'existence de l'énergie noire, une forme d'énergie inconnue qui représenterait environ 68% de la densité totale de l'univers. Parce que depuis des décennies, elle reste l'une des plus grandes énigmes de l'astrophysique. Et même si elle est invisible et indétectable directement, ses effets sur l'expansion accélérée de l'univers sont bel et bien mesurables. Des théories ont quand même été créées pour tenter d'expliquer cette énergie indescriptible. Une de ces théories, c'est la constante cosmologique d'Einstein. Cette hypothèse postule que l'énergie noire est une propriété fondamentale de l'espace lui-même. Chaque mètre cube d'espace contiendrait une quantité fixe d'énergie, qui reste constante, même à mesure que l'univers grandit. Alors cette uniformité correspond bien aux observations actuelles, mais l'origine de cette énergie reste encore inconnue. Et il y a aussi la théorie de la quintessence qui suggère que contrairement à une constante figée, l'énergie noire est dynamique et évolue dans le temps. Elle pourrait être liée à un champ scalaire, une sorte de toile invisible couvrant l'univers. Cette toile pourrait se déformer ou changer d'intensité, influençant son expansion de manière non uniforme. Et enfin, on retrouve l'hypothèse de la gravité modifiée, qui commence à être de plus en plus suivie. En fait, certains scientifiques se permettent de remettre en question les lois de la gravité telles qu'Einstein les a formulées. Selon cette idée, les effets attribués à l'énergie noire pourraient résulter de comportements gravitationnels encore mal compris. Quoi qu'il en soit, l'énergie noire est une forme mystérieuse d'énergie qui semble jouer un rôle décisif dans le futur de l'univers. Si elle venait à changer d'état, les conséquences sur l'évolution cosmique pourraient être radicales. Le scénario le plus probable serait que l'énergie reste constante, ce qui provoquera une accélération constante. C'est le Big Freeze. Si l'énergie noire reste stable dans le temps, l'univers continuera à s'étendre à un rythme accéléré. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres jusqu'à disparaître de notre champ de vision. Finalement, l'univers deviendrait un espace froid, sombre et vide. Dans ce scénario, la lumière des autres galaxies serait perdue pour toujours, plongeant chaque région de l'univers dans une solitude cosmique. Et si jamais l'énergie noire augmentait en densité, alors elle finirait par surmonter toutes les forces gravitationnelles et atomiques. Les galaxies, les étoiles, les planètes et même les atomes seraient déchirés, rendant l'univers méconnaissable. Par exemple, si on prend une feuille et que l'on tire les deux extrémités de cette page, eh bien le papier ne sera pas assez fort pour résister à cette force qui le déchirera. Alors ce cas de figure, même s'il est très peu probable, on l'a envisagé et on l'a nommé le Big Rip, ou le déchirement cosmique. Et si cette fois, elle s'inversait? Dans ce cas, quasi impossible, l'énergie noire deviendrait attractive, provoquant une contraction progressive de l'univers. Toute la matière et l'énergie se regrouperaient en un point unique, marquant la fin d'un cycle cosmique, peut être suivi par un nouveau Big Bang. C'est le Big Crunch. Et cette mystérieuse énergie pourrait tout simplement être impliquée dans la mort de l'univers. Pour que vous compreniez mieux, on va faire une analogie. L'énergie noire pourrait être comparée à une sorte de boussole cosmique, dictant la direction et le rythme de l'évolution de l'univers. Cette énergie semble déterminer si l'univers s'étendra indéfiniment, s'effondrera sur lui-même, ou vivra un sort intermédiaire. Et même si ces scénarios restent encore hypothétiques, ça démontre à quel point l'énergie noire est fondamentale pour comprendre notre cosmos et son avenir. Alors pour le moment, on sait tellement peu de choses sur l'énergie noire que pour la comprendre, elle pourrait nécessiter une nouvelle physique. En explorant cette force mystérieuse, les scientifiques espèrent non seulement comprendre le passé et le futur de l'univers, mais aussi de résoudre certaines des questions les plus profondes sur les lois fondamentales qu'il gouverne. Que l'univers gèle, se déchire ou rebondisse, une chose est certaine, l'étude de l'énergie noire pourrait marquer une nouvelle révolution dans l'histoire de la science. Mais l'univers n'est pas vide.
Parce que comme on peut s'en douter, l'avenir de l'univers est intimement lié à celui des étoiles et des galaxies qu'il compose. À mesure que les étoiles s'éloignent et que l'énergie disponible diminue, l'univers se refroidit, évoluant vers des époques dominées par des structures de plus en plus exotiques, comme les trous noirs, les étoiles à neutrons ou les naines blanches. Alors que les étoiles massives meurent rapidement, les étoiles de faible masse, comme les naines rouges, brûlent leur énergie beaucoup plus lentement. Elles peuvent donc survivre des centaines de milliards d'années, voire même des trillions d'années. En gros, plus une étoile est massive, plus elle consommera vite et moins elle vivra longtemps. À long terme, l'univers verra la formation de nouvelles étoiles diminuer, faute de gaz disponible pour alimenter ce processus. Une fois le gaz interstellaire épuisé, les galaxies entreront dans une phase passive, où aucune nouvelle étoile ne pourra naître. Mais du coup, qu'est-ce qu'il restera? Eh bien, comme on l'a vu un peu plus tôt, les principaux restes d'étoiles sont juste des trous noirs, des étoiles à neutrons ou des naines blanches, que des objets n'émettant pas ou très peu de lumière. Avec le temps, l'univers deviendra de plus en plus froid et sombre. Ce processus est lié à l'épuisement de l'énergie thermique et la diminution des interactions entre étoiles et galaxies. Les étoiles éteintes continueront à se refroidir, les naines blanches devenant des naines noires, des objets hypothétiquement totalement froids, des sortes de cadavres d'étoiles, flottant là, dans l'obscurité absolue. On dit hypothétiquement parce que pour l'instant, l'univers est trop jeune pour qu'une étoile passe du stade de naine blanche à naine noire. Et du côté des galaxies alors? Eh bien sous l'effet de l'expansion accélérée, les galaxies s'éloigneraient les unes des autres, à des vitesses croissantes. Dans des centaines de milliards d'années, les galaxies les plus éloignées deviendront invisibles depuis la nôtre. Les collisions entre galaxies, comme celle prévue entre la Voie lactée et Andromède dans 4 à 5 milliards d'années, formeront des structures galactiques plus grandes, avant que ces interactions ne cessent totalement. L'ère de la lumière d'étoiles est terminée, ne laissant derrière elle que des vestiges froids et sombres dérivant dans une nuit éternelle. Il est temps de laisser place à une domination beaucoup plus silencieuse, mais pas moins dévastatrice. L'ère des trous noirs. Une fois que toutes les étoiles seront éteintes, les trous noirs deviendront les objets les plus massifs de l'univers. Ces trous noirs pourraient fusionner, formant des trous noirs encore plus grands, dominant dans les cœurs des galaxies. Les trous noirs supermassifs, eux, vivront encore longtemps. Eh bien, comme ils sont situés au centre des galaxies, ils continueront à croître en absorbant des restes de gaz, de poussière et d'étoiles. Finalement, dans des centaines de milliards d'années, ces trous noirs seront parmi les derniers objets actifs, avant de commencer leur propre processus de désintégration. Avec plus rien à absorber, les trous noirs commenceront à s'évaporer, doucement mais sûrement. Quand les trous noirs finiront par s'évaporer, on parle quand même ici d'un processus extrêmement lent, prenant jusqu'à 10 puissance 100 années pour les plus massifs. L'univers entrera dans une ère d'obscurité totale, un endroit où les ténèbres règne en maître. Bienvenue dans l'ère noire, où aucun objet lumineux ne subsistera. L'univers sera rempli de particules élémentaires dispersées, mais on peut aller encore plus loin. Selon la théorie de la mort thermique, l'univers deviendra un état où toute l'énergie utilisable sera répartie de manière uniforme. Plus aucun travail ou transformation ne pourra se produire. La température de l'univers descendra proche du zéro absolu, où tout mouvement cessera. Et s'il n'y a plus de mouvement, le temps s'arrêtera. Mathématiquement, par exemple, on dit que le mouvement explique le temps. Ici, on peut prendre cette phrase au sens littéral du terme, parce qu'en réalité, le temps s'arrêtera aussitôt que le dernier mouvement de l'univers se conclura. Le temps est né un jour, puis cessera d'exister un autre jour. Voilà tout le temps qui s'est écoulé dans l'univers et qui s'écoulera encore après la disparition de la Terre. Mais on n'a pas parlé de la manière dont le temps s'écoule. Pourquoi dit-on que le temps est relatif et comment s'écoule-t-il exactement dans l'univers? Parce que le temps sur Terre n'est pas le même que le vrai temps qui s'écoule dans l'univers. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, j'en parle dans cette vidéo-là. Sinon, vous avez aussi une playlist avec plein de vidéos similaires à celle-ci, donc si celle-ci vous a plu, et bah allez voir ça. N'oubliez pas de vous abonner et de répondre au débat du jour. C'était Zebrlos, on se retrouve mardi à 18 h pour le récap de l'actualité spatiale. À mardi.